voulu depuis déjà plusieurs années dénoncer les magouilles et les mensonges et les manipulations du peuple de Djibouti, du peuple de l'Éthiopie et du peuple de l'Érythrée concernant Mohamed Kadhami. J'étais le premier. Et comme vous le voyez aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, la parole est ouverte. Alors, mes chers compatriotes, je vous dis une fois de plus, bienvenue. Et tout particulièrement à vous tous qui sont sur ma page, je vous dis merci infiniment. Salam alaikum. Et je vous dis, écoutez, ce sera une très bonne soirée parce que on va parler de Mohamed Kadhami et de ses projets, comme d'habitude. Et surtout, qui est derrière Mohamed Kadhami? Et pourquoi il est manipulé à ce niveau-là? Et surtout, quelle est sa personnalité? Bon, c'est un problème qui est assez grave, mais c'est un problème qui est à l'image de tous les Afars, traîtres à la nation djiboutienne ou au peuple Afar tout particulièrement, d'être utilisés par ces véreux criminels qui n'ont ni foi ni loi, et qui n'y croient en rien. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, quand vous voyez la souffrance du peuple Afar, qu'il soit à Djibouti, qu'il soit en Éthiopie, ou qu'il soit en Érythrée, cela concerne uniquement et tout particulièrement, si je peux faire une estimation, entre 3 à 5% de la communauté Afar. Et ce qui est triste et malheureux, c'est que ces traîtres dont je dénonce depuis pratiquement plus de 30 ans, c'est à peu près kiff bourrico dans l'autre sens, du côté Somalie-Issa. Bon, Somalie c'est assez grand, je mets un petit peu de côté parce qu'on n'a pas de problème avec les Somaliens, mais les Issa qui sont natifs de Djibouti, de l'Éthiopie et de la Somalie, ils ont le même problème que les Afars. Dans leur communauté, dans leur famille, il y a à peu près, pareil que chez les Afars, entre 3 à 5% qui sont des corrompus, qui sont des manipulateurs et qui sont là uniquement pour de l'argent. Alors, moi tout particulièrement aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui reflète pratiquement tout ce milieu-là et qui est notamment Mohamed Kadhami. Alors je vous dis une très bonne écoute et merci pour votre présence. Partagez au maximum parce que c'est très important. C'est que les Afars et les Issa, s'ils veulent avoir une paix durable, la paix des justes, une paix fraternelle, il faut qu'ils puissent se dire la vérité. Il faut qu'ils puissent assumer toute la vérité, même si cela fait mal. Alhamdulillah. Et heureusement, vous avez votre frère, Sultan Abdallah de Berkali, qui est là pour à chaque fois, va vous rappeler. Et tout particulièrement aussi, je voudrais ici lancer un remerciement du fond du cœur, tout particulièrement, ma sœur, ma cousine, Fathia Boukao. Fathia Boukao, elle fait un travail excellent. Avec notre frère en coopération, Samatra Ousmane ou Djibouti. Sultan Abdallah de Berkali vous dit toutes mes félicitations, Inch'Allah. Et aussi, d'ici quelques minutes, Inch'Allah, je vais partager aussi un message qui a été envoyé par une autre sœur djiboutienne qui est assez active sur les réseaux sociaux, c'est Chak Doré. Vous allez écouter les paroles de Chak Doré et
qui parle de la paix. La paix, c'est quoi? La peur de ce régime, et que vous mettez en parallèle la paix, mais la paix en soi-même, ou la paix de ne pas souffrir d'une guerre quelconque ou autre. Alors, Cheick Doré aussi, elle a beaucoup parlé, et je dis à Cheick Doré, petite sœur, toutes mes félicitations. Et en plus, tu es beaucoup plus courageuse que nous deux, Sultan Abdallah de Berkali et Fathi Boukao et Oumou Djibouti qui sont à l'extérieur. C'est vrai qu'on fait un travail de sape et surtout on dénonce toutes les malveillances de ce régime criminel, c'est certain, mais pour le moment, on n'est pas dans la gueule du loup, on est à l'extérieur. Si même cela ne veut pas dire qu'on a une garantie ou une protection à 100%, non. Nous savons particulièrement que nous avons des risques. Nous savons particulièrement que les ennemis qui travaillent pour le régime de Ismaël Omar Guelleh nous suivent à la lettre et font tout pour essayer de nous assassiner ou de nous faire du mal. Nous le savons. Mais quand on se bat pour son peuple, quand on veut une justice, quand on y croit à un lendemain meilleur, et quand on a confiance à son peuple pour qu'il puisse vivre une paix des braves, mais il faut accepter les risques. Parce que le risque, il est partout. Une voiture peut t'écraser, tu peux tomber d'un ravin, tu peux glisser dans ta baignoire. Les risques, il est partout. Alors, le risque venant de Ismaël Omar Guelleh, son régime criminel, moi tout particulièrement, et mes amis comme mes frères et sœurs comme Fathia et Oumou Djibouti, ou Hassan Cher, ou comment il s'appelait, Dalié, Hassan Dalié, et autres, mais nous acceptons. Nous acceptons parce que c'est normal. Et par la même occasion aussi, j'en profite de ne pas oublier, Hassan Cher et Hassan Dalié font un travail formidable. Toutes mes félicitations. Alors, Cheick Doré, elle a parlé de la paix. C'est quoi la paix? Et vous allez entendre ces paroles, Inch'Allah, tout à l'heure, que je vais partager avec vous, avec grand plaisir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va écouter une petite musique que j'aime beaucoup et qui me remonte le moral, Inch'Allah, sur ce que je projette dans le futur à Djibouti, Inch'Allah. Et comme je vous ai dit, l'impatience et les heures et les jours sont comptés uniquement pour qu'il y ait un changement en Éthiopie. S'il y a un changement en Éthiopie, Inch'Allah, je peux vous dire, mes chers compatriotes de Djibouti, vous allez avoir aussi un changement à Djibouti, Inch'Allah. Et il y aura aussi un changement en Érythrée, à Asmara, Inch'Allah. Et il y aura aussi un changement, Inch'Allah, à Mogadiscio et pourquoi pas à Hargeisa. Alors, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Très bonne écoute. Et après la musique, on va parler, je vais vous donner les analyses et surtout, vous allez écouter avec moi, du début jusqu'à la fin, le message envoyé sur sa page Facebook, Mohamed Kadami, l'interview qu'il a donnée. Alors, ce monsieur, depuis des mois, il était en silence, radio hors circuit, et comme par hasard, il ressort, et toujours comme d'habitude, une vidéo avec son message, avec ses paroles, dictées à la lettre. Et ce qui est triste et qui est malheureux, quand vous voyez quelqu'un qui est derrière le rideau et qui ne fait que parler comme une machine enregistrée, ça veut dire que cette personne-là, elle a peur. Cette personne-là, elle cache. Cette personne-là, elle n'est pas sûre d'elle-même. Il suffit de regarder son visage. Il suffit de regarder ses yeux. Il suffit de regarder ses lèvres, sa bouche. Il suffit de regarder quels sont les sentiments qui l'animent. Et sur le contexte gestuel, on voit quelqu'un, une personne, si elle est sincère
ou si elle ment. Alors quand vous voyez Mohamed Kadami, hein, qu'on ne le voit pas physiquement, comme d'habitude, ou des fois, qui vient faire des interviews par un ami interposé, comme vous le savez, mon ami Jean-Loup Charles, d'accord, mais il ne regarde pas la caméra. Il ne montre pas. Même quand il est avec Jean-Loup Charles. Et j'en profite de passer un bonjour à Jean-Loup Charles, qui est un ami à moi, malgré qu'il fut en 2008 une trahison qui venait de Mohamed Kadami, qui n'a pas voulu apporter son support à Jean-Loup Charles lorsque Ismaël Merguele, le général Zakaria, ont porté plainte contre l'ARDHD, mais on était là. On était 5 à être là au banc du tribunal, notamment moi, Sultan Abdallah de Berkale, Ali Kouba, Iftin, Mohamed Al-Ghoumani, je ne sais pas, Mohamed, et Abdurrahman, l'ancien trésorier payeur à Sanaa, à l'ambassade de Djibouti. Et je les salue tous, tout particulièrement. C'était des hommes courageux et qui ont dit, Jean-Loup Charles, on est à tes côtés. Et ils étaient là. Mais par contre, dans la salle du tribunal, il y avait Mohamed Kadami, qui était là, qui nous écoutait, qui rigolait, qui parlait, qui des fois prenait son téléphone. À côté de lui, il y avait son épouse, Aïcha Dabale, la grande vedette, qui se bat pour le droit des femmes, du viol des femmes djiboutiennes à Djibouti, comme par hasard. Et ils étaient là. Et quand De Berkale était là pour défendre les Afars, et qu'il dénonçait les crimes contre les Afars, notamment les assassinats qui ont été par Jacques Doré, la paix. La paix, elle a fait vraiment une description, mais assez percutante et qui m'a beaucoup touché. Et cela concerne tout particulièrement les Djiboutiens. Les Djiboutiens qui, depuis pratiquement 45 années de dictature féroce, dictatoriale, crapuleux, criminelle et tout, pourquoi ce silence? Et en plus, un silence assourdissant venant des bases militaires françaises, américaines, japonaises, chinoises. Et oui, les puissances occidentaux sont présentes à Djibouti. Et ils voient ce qui se passe à Djibouti. Ils constatent pratiquement tous les méfaits contre ce peuple innocent et qui est démuni de tout. Et personne ne réagit. Personne ne réagit. Bon, c'est vrai que, comme disent les Gaulois, nos amis Gaulois, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a aussi un autre proverbe qui dit, ben, si la montagne ne vient pas vers toi, il faut aller vers la montagne. Alors, on va écouter Jacques Doré. Elle parle de la paix. C'est vrai que ça fait mal, mais écoutez-la s'il vous plaît. S'il vous plaît.
sheegayo walaalkii baa yimid wuxuu yidhi ninka saa u hadlaya Djibouti muu joogaa su'aal maya baan waa kaas kii Djibouti dhex joogay wuu dulmiyey weligii afkiisa lama hadlay wuxuu ilaalinayana waayeyna maanta hadda nafta in laga qaado wax uu ka dhimanayo muhiimna ma jirto dantaada eego dadka reer Djibouti oo dhan iska garana waxa dhaxaysa adiga maxaa ku bayhoofiyey adiga maxaa ka hadlinaya ilaahay baa qoray xilligii hagaagta oo iska hagaagi adigu aamus wadadkiisa dhex joogo xitaa haddaa loo yimaado laga dhaha islaantaadan doonan inaan qaadano maanta wallaahi billahi nuuyanaan raggii Djibouti dekelihii baa ayaa laga saar naagaa waadahaya naagta waxaa la ama way waaratanba oo bilaa calaf oday bay weyday odaygayga tago iska debrimeynaysaa Vous avez écouté, j'espère, même si le son n'était pas vraiment parfait, mais vous avez quand même écouté l'appel de cette sœur Chagdoré concernant la paix. Elle dit, la paix, c'est pas le silence. Tais-toi. La paix, c'est pas d'accepter toutes les idioties ou les actes criminels. La paix, ce n'est pas de se faire voler son salaire. La paix, c'est de ne pas accepter l'inacceptable qui est on prend ta femme et on la viole devant toi. La paix, ce n'est pas d'accepter l'inacceptable que tu vois en face de toi. Ton enfant, ta fille, se faire violenter. La paix, c'est pas ça. La paix, c'est pas ça. Alors, je dis à ma petite sœur Chagdoré, merci infiniment. Merci infiniment. Et c'est vrai, tu es une femme courageuse. Je te félicite. Plus courageuse que Deberkale et Farhia et Oumne Djibouti. Plus courageuse que Hassan Cher et Hassan Dalier. Parce que toi, tu parles à visage découvert depuis Djibouti. Et j'espère que les Djiboutiens et les autres vont prendre un exemple sur toi. Je peux te promettre, petite sœur, Chagdoré, Inch'Allah, si Dieu me donne la santé, si Dieu me donne encore la force de continuer mon combat, Inch'Allah, très bientôt, je serai à tes côtés. Kamaderi, simplement, la seule différence entre toi et moi, c'est que moi, je prépare une stratégie à long terme. Et aussi, pourquoi pas, répondre à ton appel. Répondre à ton appel pour que tu n'aies plus peur, que tu ne sois plus traité comme un animal. Non. Justement, je me bats pour ça. Et pour ça, il faut que je prépare toute ma stratégie. Mais vraiment, à long terme, pas à pas. Et la seule chose qui me bloque jusqu'à présent, c'est tout simplement le régime d'Abiy Ahmed. Le régime d'Abiy Ahmed est le dernier rempart du régime d'Ismaël Omar Guelleh à Djibouti. Le jour où vous allez constater, le jour où vous allez voir tomber le régime d'Abiy Ahmed, soyez certains que le peuple de Djibouti va faire un pas vers la liberté, Inch'Allah. Maintenant, mes chers compatriotes, on va écouter, comme je vous ai dit dès le début, le message de Mohamed Kadami. Et surtout, il faut faire une différence. Il faut être très prudent. Surtout, ne pas mélanger l'intérêt de la personne, tout particulièrement de sa personnalité, de sa vie privée. Non.
Moi, je parle de Mohamed Kadami. Je parle de ces traîtres Afar ou Issa ou autres Somaliens de Djibouti en dénonçant leurs actes criminels, c'est tout. Je ne rentre pas dans leur vie privée. Par contre, quand il s'agissait de parler de la vie privée de Ismail Omar Guelleh ou de Khadra Odette, mais c'était pas des mensonges, ce n'était pas une invention. Non, c'est leur personnalité. Et je peux vous dire une chose, sincèrement, c'est que le peuple de Djibouti a eu deux gouvernants, deux personnalités, plus ou moins, si je peux appeler ça personnalité, deux personnes qui, normalement, à plus de 100 lieues, ne devaient jamais être, non pas uniquement président, mais même pas un simple petit fonctionnaire d'un coin de rue. Jamais. Et finalement, le constat, il est là. Le peuple de Djibouti a accepté l'inacceptable depuis 45 années consécutives. Qui est l'Afar ou le Somalien Issa ou autre qui pourra s'opposer à Sultan Abdallah Deberkali? Qui? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Non. Notre heure est arrivée. Notre heure est arrivée pour la libération de Djibouti, c'est certain. Mais par contre, aucun Afar, aucun Somali Issa ne pourra me faire aucune moralité. Aucune moralité. Parce que si on peut dire que ceux-là même qui regardent ce qui se passe à Djibouti ont mis leur moralité, si je peux me permettre d'être un petit peu vulgaire, entre leurs fesses. Ils ont mis leur moralité entre leurs fesses. Je m'excuse, mais des fois, il faut employer des mots crus pour réveiller les consciences. Et surtout, les fameux cheikhs, les fameux, soi-disant, personnalités sur un contexte coranique ou sur un contexte de religion musulmane ou autre, qui sont à Djibouti, aucun d'eux ne pourra se permettre de faire la morale à Deberkali, Sultan Abdallah Deberkali. Aucun. Et je prends à témoin le peuple de Djibouti, Inch'Allah. Alors je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, Afar ou Somali Issa, ils vont se faire tout petits très bientôt. Tout petit, tout petit. Et surtout, il faut voir qui a les compétences et qui a prouvé par sa personnalité et par son courage à se battre les mains nues contre ce régime depuis 45 ans. Cherchez autour de vous. Cherchez. Qui, à part Sultan Abdallah Deberkali? Personne. Et surtout, aucun Somali Issa, aucun Afar ne pourra dire que Deberkali n'a pas montré sa bravoure, que Deberkali a manqué de respect au peuple Somali Issa, que Deberkali a manqué de respect au peuple Afar. Jamais. Par contre, il y a une chose qui est ma personnalité et qui dérange beaucoup, c'est la vérité. J'aime la vérité, je dirai toujours la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Alors, mes chers compatriotes, l'exemple que je prends aujourd'hui, Mohamed Kadami, ça équivaut à un traître Somali Issa, pareil. C'est vrai que j'ai un bon exemple que je connais très bien, c'est Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, je le connais, si je peux dire, depuis 75. La première fois que j'ai vu ou que j'ai connu Mohamed Kadami, c'était en 75, au boulevard de Gaulle. Vous savez où? J'avais la tête afro, avec les cheveux afro, genre Jimi Hendrix ou genre Bob Marley, ou
comment il s'appelait là, le fameux chanteur américain James Brown, et je dansais dans un bar club qui s'appelait comment il s'appelait, au boulevard de Gaulle, le Galaxy. Le Galaxy. Eh bien oui, Mohamed Kadami était venu de France, il était accompagné avec 2 autres copains à lui, ou un copain, je ne sais pas, et moi j'étais en train de me trémousser sur la piste de danse, et il y a les 2 qui viennent sur la piste de danse, Kadami et son ami, et ils dansaient à mes côtés, l'autre me dit, je te présente Mohamed Kadami, c'est un jeune étudiant qui vient de Paris. Il dit, ah oui, oh, Mohamed Kadami, salam alaikum. C'est là, en 75. Vu que le monsieur dont j'en parle maintenant, je le connais très bien. C'est vrai que aussi, j'ai mangé avec lui, j'ai bu avec lui, j'ai dormi chez lui. C'est vrai, il faut dire la vérité. J'ai dormi chez lui, il me semble, à 3 reprises. À 3 reprises. Et la dernière fois que j'ai dormi avec lui, on dormait côte à côte, moi et Daher Ahmed Farah, mon oncle maternel, le président du MRD. Daher Ahmed Farah et moi, on dormait, moi je dormais en bas avec un matelas, et lui il dormait sur un canapé, Daher Ahmed Farah, et au-dessus il y avait Mohamed Kadami avec son épouse. Voilà, pour vous dire que ce dont je parle, c'est en connaissance de cause. Je n'invente pas, je ne mens pas, je n'attaque pas le monsieur directement sur sa vie privée. Je ne l'attaque pas sur sa vie privée, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais ça ne m'intéresse pas et ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, quand il parle, son côté un petit peu homme doyen qui se bat pour le peuple Afar de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, non. Là, je dis non. Il raconte des conneries et des mensonges comme à ses habitudes. Et dans ce contexte-là, il faut voir, vous allez écouter son message et vous allez écouter aussi pourquoi il ne vient pas face à la caméra. Pourquoi Mohamed Kadami ne vient pas face à la caméra après plusieurs mois de silence radio. Pourquoi? Parce que il a le feu aux fesses. Il a le feu aux fesses. On le pousse, on le pousse. Et de l'autre côté, il a envoyé son épouse à Samara pour aller encore faire un deal pour pouvoir éventuellement vendre des soi-disant billets pour pouvoir être accepté aux États-Unis ou en France ou en Belgique ou je sais pas, en New Zealand ou ailleurs. Voilà les magouilles qui se font. Il y a aussi un des colporteurs de seconde main qui s'appelle Ali Chihim, qui est à Samara. Bon, tout ça aussi veut être un parallèle, parce que vous savez, pourquoi Ali Chihim, qui est un ancien légionnaire, et ce qu'on appelle un sniper qui veut dire un spécialiste de tir à fusil à lunettes, et qui a beaucoup de sang de jeunes Afar au niveau du fruit, dont il les a tués dans le dos, Ali Chihim. Tout ce dossier-là, on l'a. Et ça viendra, Inch'Allah. Et après, par la suite, on pourra faire une enquête. Comment il a réussi à avoir un billet en tant que réfugié politique? Comment un gars qui a du sang dans les mains puisse aller aux États-Unis? Ça, c'est des choses qu'on va vraiment creuser à fond avec nos amis américains et surtout de l'immigration américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'ai ma petite idée parce que je sais que Ali Chihim, il avait des entrées à droite à gauche au niveau de l'ambassade de France, au niveau de l'ambassade américaine, et peut-être que il a été plus ou moins aidé d'une manière indirecte ou directe dans son dossier au niveau du HCR à Addis Ababa, parce que il a rendu certains services. Mais c'est un criminel. Et un criminel pareil ne devait jamais mettre les pieds aux États-Unis. Mais ça, c'est un autre dossier qu'on va mettre de côté et où on pourra vraiment faire notre justice contre Ismaël Omar Guelleh Serami dehors. Parce que vous savez, la guerre du Floyd, il y a eu des massacres terribles. Parce que
Tout simplement, c'est que on avait des éléments, des frères à nous, des sœurs, qui sont venus de l'Éthiopie, de l'Érythrée pour nous aider, comme ce que vous avez vu du côté de mes oncles maternels Issa, qui sont venus de Séti, ou de l'Éthiopie, ou de la Somalie, et y compris même des mercenaires de Mogadiscio ou de Hargeisa. Et dans ce contexte-là, c'était un mélange de tout le monde. Vous savez, il n'y a aucune différence entre un Issa de Djibouti, de Séti ou bien de Aoudal, ou bien un Afar de Djibouti, de Samara ou d'Assam. On est pareil. On est pareil, mais simplement, il faut faire les choses bien distinctement entre État Djibouti, État éthiopien, État érythréen, État somalien. Mais par contre, dans cette guerre du flux, effectivement, il y avait ça. Et on avait beaucoup d'éléments de valeur, beaucoup d'éléments de valeur, qui étaient là et qui se battaient pour que le peuple de Djibouti puisse avoir sa liberté contre ce régime criminel. Et dans ce contexte-là, quand il y avait des négociations, quand il y avait la rupture entre Ahmed Dini, Al-Rahamo, et Ougouré Kiflé et son équipe, Ali Guelleh et Jean-Marie et autres, à un moment donné, il fallait qu'on puisse préparer l'après-Dini, l'après de tout ce couillon. Parce que moi, je faisais partie. J'étais un des éléments qui ont beaucoup aidé le fruit, dont tout le monde est au courant, dont j'avais apporté, par certains de mes amis extérieurs ou autres, 1 500 000 birr. 1 500 000 birr. Je ne vous le dirai pas d'où est-ce que j'ai eu, mais en tout cas, j'ai été aidé. Et comme vous le savez, on peut poser la question à Ougouré Kiflé. J'avais amené pratiquement 3 camions, un camion qu'on avait mis toute la bouffe, sucre, farine, riz et ainsi de suite, du côté de Elidar. Un autre que j'ai déposé du côté de Menda. Et l'autre que j'ai amené moi-même personnellement jusqu'à Bandara. Oui, jusqu'à Bandara, non pas Bandara, mais comment ça s'appelait, en tout cas, j'ai oublié le nom de cette petite ville-là, mais à côté de Randa. Oui. Jusqu'à là, j'ai amené, et j'ai même sauvé de la famine certains enseignants qui étaient là, Issa, Gadaboursi, Issa et tout, et là maintenant qui sont tous à Ottawa, au Canada. Bon, bref, voilà. C'est pour vous dire que, en fin de compte, le fruit, c'était une manipulation. On nous a manipulés. On nous a menti. En termes somaliens, on dit « Aur kalnogo kasare ». En farta, « Aur kalnogo kasare ». Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on veut massacrer les Afars, à chaque fois que le régime veut changer ou mettre quelque chose en place, il utilise des Afars pour monter et faire croire à l'ethnie somalie Issa que l'Afar est un ennemi héréditaire qui va nous massacrer et qui va prendre le pouvoir. Et dans ce contexte-là, faisons l'union de la force somalie Issa contre l'ennemi héréditaire Afar. Voilà. Mais qui joue le rôle à vouloir monter les uns contre les autres? Ben, ça commence du côté Afar, il y a des traîtres Afar qu'on utilise, et aussi du côté Somalie Issa. Et dans ce contexte-là, le fruit, c'était un montage de toutes pièces pour donner une stature à Ismaël Omar Guelleh de nouveau chef d'État, un homme qui est capable d'être un futur président. Et cela, j'en ai maintes fois parlé dans mes lives précédentes, dont vous pouvez la voir sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Ok? Voilà. Alors, dans ce contexte-là, vous allez écouter, mes chers compatriotes, ce qui est vraiment terrible, Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, à maintes reprises, on en a parlé des heures, moi et lui. J'ai pu éventuellement aussi, même quand j'étais avec Mohamed Siad Barre, le président Siad Barre, dont je l'ai appelé de Mogadiscio à Paris, chez lui, pour lui dire, voilà, Mohamed Kadami, je suis là pour en train de... j'ai convaincu le gouvernement de Siad Barre pour qu'il puisse nous aider à nous libérer contre le régime de Hassan Goulet et Ismaël Omar Guelleh. S'il te plaît, frère,
j'ai besoin de toi, viens me rejoindre à Mogadiscio, je t'envoie le billet d'avion, tout sera payé. Et tu vas vivre avec moi à Mogadiscio. Entre-temps, à Mogadiscio, il y avait Mohamed Damas Medowe, Mohamed El Mekhaire, qui était là. Et même une fois, j'ai eu aussi la venue de Mohamed Moussa Tourtour, qui est venu me voir à Mogadiscio. C'est pour vous dire que, et Kadami, malgré tous les dossiers que je lui ai envoyés, parce que je lui ai envoyé un dossier aussi, il m'a promis à plusieurs reprises qu'il va venir, et je te dirai quand ce que tu vas m'envoyer le billet, jamais. Jamais. Pareil, quand j'étais en Éthiopie, quand il y avait le fruit, à plusieurs reprises, on a eu des réunions, et par la suite, il m'avait promis certaines choses. Il est parti en douce à prendre l'avion avec Ahmed Dini al-Rahman pour aller se remettre du côté de Sanaa. De là, je l'avais appelé, où il m'avait fait des promesses, soi-disant qu'il était en train de préparer quoi que ce soit. Rien. Toujours des mensonges. Pour ça, c'est un spécialiste des promesses non tenues, jamais tenues, des manipulations, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que c'est pas quelqu'un qui a une personnalité personnelle à qui il a confiance en lui-même. Non. Il y a une chose dont j'ai parfaitement compris venant de ce monsieur-là, c'est un monsieur qui se fait manipuler et surtout un monsieur qui accepte de prendre des ordres venant de l'extérieur. Tout particulièrement sur deux points. Au niveau de Paris, en France, et au niveau de Djibouti, que ce soit l'entourage d'Ismaël Omar Guelleh du côté Afar, ou bien tout particulièrement avec le SDS. Tout particulièrement. Et ça, c'est un autre paramètre dont je vais débattre avec vous si j'en ai encore le temps pour ce soir, Inch'Allah. Mais on revient un petit peu à son message et qu'est-ce qui le pousse, ce monsieur-là, à faire tout ce cinéma-là et surtout à venir derrière le rideau et à faire passer un message mais qui est complètement bidon. Complètement bidon. Quand tu parles du MPL, quand tu parles du FDLD, quand tu parles du FRUD 1, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que il veut nous faire croire, il veut faire croire au peuple Afar de Djibouti que le MPL c'était bien, que le FDLD c'était bien, et que le FRUD c'était bon. Et que suite à cela, il n'a fait que reprendre la relève qui est du FRUD 1 Adoïta, Allah Rahamo, FRUD 2, Allah Rahamo, non, pardon, FRUD 2, Safroula, Ougré Kiflé, Jean-Marie et Allah Rahamo Marta Ali Guelleh, le FRUD 2, le FRUD 3, Ahmed Dini, tout cela sont rentrés. Et le FRUD 4 qui veut rentrer prochainement, Mohamed Kadami, pour arrondir le business du FRUD, parce que bon, à un moment donné, les gens sont comme vous le constatez, que ce soit Afar ou Issa ou autre, ils en ont marre du FRUD. Ils ont parfaitement compris que tout ça, c'était du bidonnage et de la corruption à tous les échelles. Mais par contre, c'est un mensonge, c'est un bidonnage qui tue, qui a du sang dans les mains. Alors, c'est pour ça que je vous dis, écoutez ce monsieur-là, et écoutez surtout aussi comment il va parler quand il parle, sa façon de parler. Sa façon de parler. Des fois, il soulève un petit peu le ton, et après, il le fait baisser, comme s'il était en train de supplier les gens, comme s'il voulait se faire passer pour quelqu'un même vraiment humain, quelqu'un qui a un bon cœur. Mais écoutez un petit peu, c'est terrible, cette passe d'une tonalité un petit peu qui descend. Tout ça montre sa personnalité, qui est une personnalité de mensonge, de manipulation et de traîtrise. Et c'est à cause de types pareils, Afar, que le peuple Afar de Djibouti
souffre le martyr, souffre, si on peut dire, ou si je peux m'exprimer, de tous ces aléas. Mais cela ne va pas dire aussi que, effectivement, le même problème se pose au niveau Issa, au niveau somalien, au niveau arabe de Djibouti. Alors, les affaires de Djibouti, ils ne pourront jamais arriver à se libérer, que ce soit pareil que pour les Issa ou Somalie, jamais, s'ils ne font pas un travail de fond avec leurs propres traîtres. C'est tout. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prévoir à te libérer si chaque jour tu manges, tu bois, tu couches et tu te balades avec le propre traître qui est aussi des fois un membre de ta famille. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être ami, frère et sœur, cousin ou cousine ou autre, un traître qui tue et qui travaille avec Ismaël Omer Guelleh, avec le SDS. C'est incroyable. Tous les affaires, nous le savons. Nous savons que depuis même les sultans, le sultanat de Djibouti, nous le savons. Et hier, vous avez bien vu le sultan de Gobad, le père de Père Robert, comment il touchait la poitrine d'Ismaël Omer Guelleh à Dikil et comment il l'embrassait. C'est pareil. Le défunt sultan, al-Rahman, pareil. Ils ont tous été contaminés. Ils ont tous travaillé pour la destruction du peuple Afar. Cela va dire. Et c'est pour ça que j'ai dit à maintes reprises, à plusieurs reprises, j'ai dit, l'ennemi de l'Afar en premier, ce n'est ni le Issa, ni un autre shaitan. C'est l'Afar lui-même. C'est l'Afar lui-même. Pareil pour le Issa. Pareil pour le Issa. L'ennemi numéro 1 du Issa, c'est ni Ismaël Omer Guelleh, ni qui que ce soit, c'est le Issa lui-même. Et à partir de ça, si vous n'avez pas compris, mais vous êtes encore bon pour les 50 ans à venir, par leurs enfants ou par leurs cousins proches. Alors dans ce contexte-là, aujourd'hui, le problème est résolu. Nous voyons un système qui est au bout du gouffre, nous voyons un système qui est moribond, un système qui, chaque instant, peut vraiment exploser de l'intérieur dans tous les sens. Même si effectivement, l'explosion du côté au niveau djiboutien ne sera pas vraiment quelque chose de assez puissant. Non. Parce que, premièrement, d'abord, la circonférence, ou si je peux dire, le kilométrage au niveau de Djibouti est assez limité. C'est 23 000 km², dont pratiquement, si je peux dire, le 4/5e est un territoire Afar, et que pratiquement 1/5e revient au niveau somalien, mes oncles maternels Issa, mais la grande majorité se trouve à Djibouti-Ville. C'est tout. Alors dans ce contexte, s'il y a vraiment une explosion d'une guerre quelconque ou autre à Djibouti, ben, vous savez, quand on vient des trois frontières, quand on est du côté de l'Oyada, c'est à peine si on met une demi-heure, 3/4 d'heure pour venir à Djibouti-Ville. 3/4 d'heure pour venir à Djibouti-Ville, même une demi-heure. Quand on vient d'Ali Sabié ou de Dikil, c'est à peine si on va mettre, pour arriver jusqu'à Djibouti, 1 heure de voiture. 1 heure de voiture. Du côté de Dikil, c'est pareil. 1h30. Du côté de Tadjoura, Obok, ainsi de suite. Ben, c'est pour ça que je vous dis, ça ne va pas aller loin. Mais maintenant, c'est de pouvoir s'organiser. Comment faire partir le régime et surtout comment s'attaquer à nettoyer de fond nos propres traîtres. Et en premier lieu, celui-là qui se fait passer pour un saint, alors que c'est le diable personnifié. Parce que, regardez, tout ce qu'il a approché, les derniers en date, ben, il a du sang dans les mains. Je prends un exemple, Mohamed Jabbar, Allah yarhamou. C'est pour ça que donc je reviens un petit peu au niveau du Frud, les gens, les affaires qui ont été assassinés de l'Éthiopie, de Barahlé,
ou de Assab, ou de l'Érythrée, ou de Djibouti, qui ont été assassinés par Ali Chihim et les autres consorts, notamment quand on parle de, comment on appelle ça, les deux qui ont été tués du côté de Assaghela, ou d'autres qui ont été tués du côté de PK9, mais tout ça, c'était des coups montés. On dit, c'est l'armée djiboutienne qui a tué. Non, 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 non. Aramis, et comment ils s'appellent les autres, non. Et personnellement, j'ai vécu comment on a voulu aussi faire taire et le laisser mourir tout seul dans son coin à Randa, à l'Arhamo. Comment il s'appelle, le fameux, j'ai oublié, c'était un grand frère à moi, qui était du Frut, et qui avait un problème cardiaque, et il suffisait juste de l'envoyer en Arabie Saoudite ou ailleurs, pour lui faire une ponction au niveau du cœur, c'était fini. Mais on l'a laissé des mois et des mois. Et en plus, le ministre de la Santé, c'était qui? Jean-Marie. Jean-Marie. Et ce frère qui est mort après à Randa, mais il venait pratiquement tous les jours dans mon bureau. Quand j'avais le transit, le bureau de transit, il venait me voir tous les jours. J'ai oublié son nom là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut me dire le nom de ce grand monsieur, Allah Rahamo, qui est mort à Randa et qu'on n'a pas voulu l'envoyer en évacuation sanitaire en Arabie Saoudite ou en France? Est-ce que à Léo? Non, c'était pas à Léo. Écoutez, les affaires qui sont là, dites-le moi s'il vous plaît. Ishara. Ya? Les affaires qui sont là, vous le savez, Ishara. Comment il s'appelait? Mais voilà, c'est pour vous dire que même y compris Jean-Marie et Ougri Kifli Ali Guélé, mais ils ont joué le jeu avec ce frère pour qu'il puisse crever tout seul à Randa. Parce qu'il savait que celui-là, il avait aussi tous les secrets. Il avait tous les secrets, il connaissait tout. Et on ne voulait pas qu'il parle. Alors, je reviens un petit peu à Mohamed Jabha, qui était en contact continu avec Mohamed Kadami. Mohamed Kadami, ah oui. Et tout le cinéma que Mohamed Kadami faisait, c'était quoi? C'est tous les 2 mois, 3 mois, venir devant l'ambassade de Djibouti, à Paris, dire Mohamed Jabha, Mohamed Jabha, Mohamed Jabha. Allah yarhamou. Non. Non. Parce que Mohamed Jabha, s'il sortait, il pourrait dénoncer beaucoup de choses. Et il aurait dit la vérité, qui sont les traîtres Afar. Et surtout, il aurait dénoncé Mohamed Kadami en premier, qu'il avait trahi et qu'il avait mené en bateau depuis des mois et des mois et des mois, et dont il a été piégé. Et vous le savez tous. Et vous le savez tous. Ok? Alors c'est pour ça que je vous dis, Kadami, ça c'est le premier. Je n'en parle pas de, comment il s'appelle, Grey Mobin, celui-là qui s'est fait passer pour le premier ou le dernier des ministres, Abou Qadir Kamil, qui a dit à l'Assemblée nationale de Djibouti, devant tous les députés, Mohamed Jabha ne pourra pas sortir vivant. Il va sortir les pieds en avant de Gabon. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aucun affaire n'a dénoncé ça. Et en plus, Kadami, il le voit à Paris et il nous raconte à nous, Mohamed, comment il s'appelle, Abou Qadir Kamil est venu me voir à Paris, dans un restaurant, et il m'a proposé de rentrer à Djibouti, moyennant finance et tout, avec un poste et tout, et j'ai refusé. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelques mois, Abou Qadir Kamil disait à l'Assemblée nationale, Mohamed Jabha, il va crever et il sortira jamais vivant. Kadami qui s'est dit président du FRUD, qui utilisait et qui l'a mis dans les mains des criminels par agents interposés, du côté de Mabla, reçoit Abou Qadir Kamil à Paris. J'ai refusé l'argent qu'il voulait me donner. J'ai refusé le poste. Mais on nous prend pour qui? Kadami, il nous prend pour qui? Mais le problème, c'est qu'il ne se rend même pas compte lui-même. Parce que il ne se rend pas compte, je veux dire par là, soit il est fou,
soit c'est un débile, soit c'est quelqu'un qui n'a ni de cœur ni de foi et qui prend que tous les affaires, c'est des pauvres imbéciles, c'est des couillons. C'est incroyable. Comment veux-tu recevoir et parler et discuter avec un gars qui, soi-disant, ton soldat, qui était avec toi sur les Mablas, et que on l'a mené à Gabot, et que Abdelkader Kamil dit, il y a quelques mois, il va crever, et tu le reçois à Paris. Ce gars-là, moi, Sultan Abdellah de Berkale, je lui ai foutu mon coup de poing dans la gueule. J'aurais porté plainte. On a la vidéo. On aurait porté plainte. Où est-ce qu'elle est, Aïcha Dabele, Kadami, le groupe, leur soi-disant association? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont jamais porté plainte? À côté de moi, à maintes reprises, je lui ai parlé. Mohamed Kadami, Aïcha Dabele, faisons une association pour qu'on puisse porter plainte contre les crimes Afar. Et soi-disant les femmes qu'on viole, les femmes Afar, on va lutter. Mon œil. On veut juste avoir de l'argent sur la tête des bonnes femmes ou des bonnes filles qui souffrent de l'intérieur et qui ont peur à les utiliser. Mais le viol des femmes Afar, ou qu'on les tue, mais c'est devenu une chose commune, normale à Djibouti. Normale. Alors, qu'on ne vient pas nous raconter. Parce que quand quelqu'un veut faire une action, c'est quand cette personne-là, elle va faire une association qui est là pour porter plainte à Paris, ou aux États-Unis, au Canada, ou en Angleterre, quand même vous n'avez pas d'argent, l'État vous aide au niveau pécunier concernant les avocats, sans que tu aies un centime qui sort de ta poche. Mais non, mais Kadhafi n'a jamais fait ça. Aïcha Dabele n'a jamais fait ça. Mais par contre, sortir et prendre les caméras et faire des vidéos à faire le cinéma, ça c'est des champions. Voilà. Qu'on ne nous raconte pas des conneries. Regardez. Les affaires, il faut arrêter qu'on nous prenne pour des imbéciles. J'espère que la nouvelle génération, elle m'entend très bien et que ce message va passer comme vraiment une lettre à la poste. Et que vous allez comprendre que cette vieille équipe qui se font passer du MPL, du FDLD, FRUD 1, FRUD 2, FRUD 3, FRUD 4, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Mon frère, mon frère cadet, Idriss Deberkale, il est mort quand il était au MPL, en 76. Et oui, il est mort là-bas. Parce qu'on l'avait embarqué. Ça veut dire que le FDLD, le MPL, le FRUD, ils n'ont fait qu'amener pour le peuple Afar de Djibouti un désastre total. Au contraire, ils ont donné les moyens à ce régime criminel pour les massacrer encore davantage. Et pire même. Et pire. Alors, au niveau Afar, comme je vous ai dit, l'ennemi de l'Afar, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'avez pas fait une action directe, à dire, ça suffit, ça suffit, ça suffit, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, ma soeur, mon frère, mon cousin ou autre, et que c'est un traître, et qui a du sang dans les mains, je veux le dénoncer. Si je ne le dénonce pas, je veux le rejeter. Si je ne peux pas le rejeter, je vais me taire. Et de l'intérieur de mon cœur, je vais vraiment le cracher dessus. Oui. Mais par contre, aller manger, aller boire, aller se balader avec Abdelkader Kamil, avec toute l'équipe de traîtres, avec les sultans traîtres, avec Naguib Benda, et dire, je suis Afar. Ah, Deberkale, mais Deberkale, il ne parle pas Afar, Deberkale. Deberkale? Ah non, mais Deberkale, il ne parle pas Afar. S'il ne parle pas Afar, c'est pas un Afar. Mais comme j'ai dit, écoutez, Ougré Kifle, Jean-Marie Ali Guelleh et Mohamed Kadhafi, ils sont de père et de mère Afar. Ils parlent très bien l'Afar et ils vous ont mis une bouteille entre les fesses. Voilà. Une bouteille entre les fesses. Et ils vous ont coupé la tête. Mais par contre, Sultan Abdellah Deberkale, de père Afar, de mère Issa,
qui ne parle pas un mot Afar, mais depuis 30 ans, plus de 30 ans, il se bat pour la cause Afar. Il se bat pour la cause de Djibouti. Et il dit la vérité à ses oncles maternels, les Issa. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos stupidités, arrêtez votre méchanceté envers votre frère et sœur Afar. C'est tout. Je n'ai jamais insulté les Issa. Je n'ai jamais, non, j'ai dit non. Ismaël Merguele, il utilise la veste Issa quand il le faut. Et quand il n'a pas besoin de Issa, il le jette et il devient le criminel Ismaël Merguele contre les Afars et vice-versa. Alors ça suffit. Alors on revient à Mohamed Kadami, Inch'Allah, et écoutez bien ça. C'est très important. Ça ne va pas durer longtemps, mais écoutez bien, c'est très intéressant. Cette conférence qui s'intitule 45 années de résistance est aussi l'occasion de commémorer les 30 ans du déclenchement de la lutte armée par le FREN. Lorsque nous parlons de résistance, il faut savoir qu'il s'agit des hommes et des femmes qui se sont levés contre la dictature, contre la négation des libertés et contre la répression. Et la résistance, c'est quelque chose qui nous honore. La résistance nous permet d'avoir notre dignité. La résistance... Je m'excuse. C'est la résistance tandem Kadami. Mohamed Kadami, c'est cette résistance-là qu'il est en train d'honorer à la façon Kadami. Écoutez bien. Permet d'être debout face à l'adversité, face à la bassesse du régime qui n'hésite pas à réprimer, à torturer, à tuer, à violer, à massacrer les populations civiles innocentes. Cette résistance... Vous entendez bien, Kadami qui dit, on tue les Afars, on les massacre, on les torture, on les viole, et il n'a jamais porté plainte à Paris. Lui et sa femme, Dabré. Jamais. Leur association bidon. Pourquoi? Pourquoi la France n'a pas interdit? Pourquoi? Et c'est ce monsieur-là qui veut donner un cours de pédagogie dans la résistance du peuple Afar à Djibouti. Regardez ça, écoutez ça. C'est d'abord exercer contre l'instauration du parti unique et le parti qui, à l'époque, s'opposait à l'instauration de ce parti unique, le Mouvement populaire de libération, a été dissous en décembre 1977 en lui imputant un attentat qu'il n'avait pas commis, le fameux attentat du palmier en zinc. Ce qui a eu pour conséquence la répression tout azimut de ces militants, de ces cadres, de ces dirigeants, qui s'est généralisée ensuite aux militants et aux cadres et aux politiques de l'Union nationale pour l'indépendance et notre parti qui s'opposait à l'instauration du parti unique. Et cette répression a pris, à partir d'un certain stade, une coloration tribale. C'est toute la communauté Afar qui a été visée par cette répression, à telle enseigne que M. Ahmed Dini, alors Premier ministre, a dû démissionner pour protester, pour dénoncer un coup d'État tribal. Et donc, la possibilité
de s'opposer légalement, pacifiquement, politiquement à l'instauration du parti unique étant éteinte, les militants et les cadres et même les dirigeants du MPL et de l'UNI se sont exilés pour mener leur lutte sous d'autres formes. C'est ainsi qu'en 1979, ces deux partis, auxquels s'est ajouté d'ailleurs des militants et des cadres de la LPAI, qu'on a appelé à l'époque LPAI de gauche, se sont organisés et ont créé le Front démocratique de libération de Djibouti, qui s'appellera désormais le FDLD. Il y a dans cette salle, aujourd'hui on a écouté les témoignages des acteurs, n'est-ce pas, de cette organisation, qui ont participé aux actes. Il parle, sous son message, soi-disant, qu'il est dans une salle à Bruxelles avec beaucoup de militants du FRUD. Mais en réalité, il n'y a personne. Ils ne sont qu'une dizaine de bonnes têtes. Une dizaine de bonnes têtes qui ont peur de ces menaces, dont une grande partie sont des réfugiés amenés de l'Éthiopie avec les magouilles et les mensonges de Aïcha Dabele et de Mohamed Kadami. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Les affaires de Bruxelles, de Paris ou ailleurs, ils ont compris qui c'est Mohamed Kadami. Ils n'ont que faire de ces réunions, de ces appels à venir soutenir le FRUD. Il n'y a pas de FRUD. Le FRUD, c'est un parti qui est invisible et qui travaille uniquement pour les magouilles d'Ismaël Marguelé et surtout la manière de massacrer librement et sous couverture, entre guillemets, des terroristes afars et soi-disant, et qui portent le nom de FRUD. C'est tout. Il est en train d'avaliser les massacres qui se font au nord et au sud de Djibouti. C'est Mohamed Kadami qui avalise ça. Parce qu'il sait que, en fin de compte, il y a pas de FRUD, il n'y a pas d'éléments militaires. La France, elle est au courant, les Américains le savent, tout le monde le sait. Et que c'est une magouille à la djiboutienne entre Kadami et certains FRUD officiels au niveau de Djibouti ou Kouflé, qui savent très bien ces magouilles. Tout simplement, c'est pour avaliser la militarisation de toute la région nord et du sud de Djibouti. Quand tu as l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis, ils veulent donner des aides aux Afars qui sont vraiment dans le besoin du côté du nord ou du sud. Ils disent non, il faut pas y aller, c'est un terrain militaire, c'est interdit, il y a les terroristes qui vont vous faire du mal. Des magouilles. Et ça, c'est le petit jeu que Ismaël Merguele joue avec Abdelkader Kamil et Mohamed Kadami. Alors, on continue un petit peu son message, vraiment bidon. Action, aussi bien politique et militaire, de ce mouvement. Mais moi, je permettrai ici de parler de cette organisation, de donner un aspect qui n'est pas souvent cité, parce que ce qui sert d'analyse pour cette organisation, ce sont souvent des clichés forgés ici et là par le régime et par leur relais. Et l'FDLD, donc, a été un mouvement de masse très importante. Quand il veut dire, Mohamed Kadami, que effectivement le FDLD, le MPL et le FRUD de Kadami, ils existent sur le terrain et tout, et qu'on est en train de les dénigrer. Qui les dénigre? C'est le régime, Ismaël Merguele. Et qui d'autre? C'est Sultan Abdallah Deberkale, Fathi Bokao, et ainsi de suite. Attendez. Mais on se connaît tous à Djibouti. Djibouti, c'est pas la Somalie. Djibouti, c'est pas l'Éthiopie. Djibouti, c'est entre quatre murs. Quand Kadami dit, le gendarme qui a été tué à Tadjoura, c'est le FRUD qui l'a tué. C'est incroyable. Kadami qui dit, le gendarme qui a été tué il y a l'année dernière
à Tadjoura, c'est le Flood qui l'a tué. Qui est le président du Flood? C'est Mohamed Kadami. Et il est à Paris. Normalement, un gars qui s'est dit je tue un gendarme à Djibouti et qui est à Paris, normalement, le tribunal de Djibouti devait porter plainte contre Kadami au niveau du tribunal de Paris, et ainsi de suite. L'affaire serait tout de suite être bâclée, puisque c'est Kadami qui s'est dit je suis le président du Flood. Et c'est lui-même qui reconnaît par les interviews et notamment par les vidéos qui faisaient le tour de Facebook, qu'ils l'ont tué. Le gouvernement djiboutien n'a jamais dit que c'était le Flood. C'est le Flood qui a dit on a attaqué la caserne de la gendarmerie à Tadjoura. C'est le Flood, Mohamed Kadami. Mais l'armée djiboutienne n'a jamais dit que le Flood. Ils ont dit des éléments terroristes. Ils ont dit des éléments qui ont attaqué la caserne de gendarmerie. C'est tout. C'était des magouilles. C'était juste simplement des militaires djiboutiens habillés avec de foutaouat, avec une petite voiture, qui ont tiré à droite à gauche et qui ont ciblé le gendarme. Et le gendarme qui était ciblé, c'était un gendarme métis. Il n'était pas de père et de mère Issa. C'était un métis. Soyons clairs. On n'a pas tué directement un gendarme de père et de mère Issa. On a tué un métis. Et tout ça, c'était programmé. Et tout ça, plus ou moins, c'est que la famille du